Bon, voilà. Alors, bienvenue tout le monde à la série de webinaires de l'APC et de l'Association albertaine. Just a quick reminder that this presentation will be in French and the webinar will be made available with subtitles on the CSLA YouTube channel afterwards, after we've translated Jonathan's text and subtitled his video. So welcome everybody, bienvenue tout le monde. Nous aimerions commencer notre webinaire par une reconnaissance des terres. Alors, je vous demande de poser vos pieds sur le sol et de respirer l'air à votre emplacement. Nous reconnaissons que nous nous réunissons aujourd'hui d'un océan à l'autre sur les terres des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de leur gouvernement. Nous reconnaissons que le siège social de l'APC se trouve dans le territoire non cédé des Algonquins et des Anishinaabe et que le siège social de l'Association albertaine se trouve dans le traité numéro 6, la région métisse numéro 4. Alors, bienvenue, welcome à la série de webinaires du Congrès 2020 de l'APC et de l'Association de l'Alberta, qui met en vedette les conférenciers qui devaient prendre la parole à l'événement qu'on avait annulé en juin 2020 à Calgary. Nous allons commencer la présentation de Jonathan bientôt et je vous encourage à poser des questions par le biais soit de la boîte de clavardage ou de la boîte de questions. Il y aura du temps à la fin pour la discussion. De plus, comme je l'ai mentionné, l'enregistrement sera disponible sur le site web de l'APC. Vous participez aujourd'hui à un webinaire de Zoom, ce qui signifie que vous pouvez voir que les conférenciers et non pas tous les participants. Alors, c'est un peu différent de la réunion Zoom normale. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir notre conférencier, Jonathan Shah, qui présente vers un modèle de planification et de gestion des grands parcs urbains. Jonathan est docteur en aménagement de l'espace et urbanisme, urbanologue, architecte paysagiste, consultant en patrimoine, membre du comité Jacques Vigée, du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du sud-ouest de la ville de Montréal, du comité de rédaction de la revue ARQ, du conseil d'administration du Festival international de Jardins des Métis et Next City Vanguard Alumni. Il enseigne à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal et est conseiller spécial aménagement à la direction générale de la Société du parc Jean-Drapeau. Il est aussi membre du comité des paysages culturels de l'APC. Alors, souhaitons la bienvenue à Jonathan et on peut passer à sa présentation. Merci. Bonjour, merci beaucoup Michel. Donc, c'est effectivement à titre de conseiller principal d'aménagement du parc Jean-Drapeau aujourd'hui qu'il me fait plaisir de partager le fruit d'un travail collectif mené au parc Jean-Drapeau dans les 4 dernières années. La gestion des grands parcs urbains est un sujet d'intérêt dans la recherche en architecture de paysage et en planification urbaine. Le processus de réalisation du plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 a permis de repenser les mécanismes et la structure de gouvernance de la Société du parc Jean-Drapeau, une organisation paramunicipale qui administre le plus grand et le plus ancien parc de Montréal. Afin d'enrichir les connaissances sur les parcs urbains, la présentation met en lumière l'apport interne et l'apport externe qui ont alimenté la planification stratégique du parc Jean-Drapeau dans l'objectif de répondre aux besoins du parc et de la ville contemporaine. Cette démarche s'est amorcée suite à l'identification de la problématique, soit d'une part la préoccupation citoyenne sur les usages, la conservation et l'aménagement du parc, et d'autre part la préoccupation partagée entre les partenaires d'exploitation concernant la mobilité. L'ensemble des actions aura permis de renouveler la mission et la vision du parc. Le regard rétrospectif sur ce processus a l'intérêt d'alimenter la réflexion sur des démarches similaires à entreprendre dans d'autres grands parcs à l'échelle nationale. Le parc Jean-Drapeau, constitué des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, est le seul grand parc de la ville de Montréal dont la gestion ne relève pas du service des grands parcs. Héritage de l'exposition permanente de Terre des Hommes ayant succédé à l'Expo 67, le parc Jean-Drapeau se distingue également des autres grands parcs de la ville, tant par son caractère insulaire que par la densité d'équipements métropolitains qu'on y retrouve et qui conditionnent son usage. Circuits de Formule 1, bassins olympiques, musées, amphithéâtres, extérieurs pouvant accueillir jusqu'à 65 000 personnes, casinos et parcs d'attractions.
En plus des dizaines d'événements culturels et sportifs qui se tiennent au parc, la Société organise elle-même 2 événements importants, les Week-ends du monde et la Fête des Neiges. La réflexion a suivi un processus itératif, par tâtonnement et par exploration, à partir de sujets fédérateurs et de problèmes successivement identifiés. Aujourd'hui, alors que la démarche tire à sa fin, il est à propos de prendre le recul et d'identifier les étapes clés qui ont permis de rallier des gens et des idées, de travailler de manière intégrée, de procéder à la révision des procédures afin de mettre en œuvre le plan directeur et de repenser ce parc de plus de 200 hectares. Dans son ouvrage détaillé et son analyse quantitative des parcs états-uniens Inside City Parks, Peter Harnick misait sur l'importance d'avoir des données sur les parcs pour augmenter la responsabilité envers eux, une base de données factuelles constituant une source de pouvoir politique importante. Dans le processus du plan directeur, la Société a réalisé une revue de la documentation, un diagnostic, une veille stratégique et un étalonnage qui ont permis de livrer un portrait clair de la situation. L'une des premières études à avoir été réalisée est celle intitulée Vision d'aménagement pour le parc Jean-Drapeau. Elle visait à recenser les études réalisées sur le parc depuis le dépôt du dernier plan directeur, à synthétiser les mandats, visions, enjeux, objectifs, orientations et recommandations pour en faire un état des lieux exhaustif, des connaissances acquises et du manque à gagner, à étudier des précédents de plans directeurs d'aménagement de sites similaires à l'échelle locale et internationale, afin de comparer les enjeux, démarches et stratégies d'intervention et de planification adoptées et à illustrer une vision d'aménagement préliminaire. C'est d'ailleurs à partir de cette étape cruciale que s'est amorcée l'intégration d'experts à la structure organisationnelle du parc dans les domaines de l'aménagement, du patrimoine, du développement durable et de la mobilité. En plus d'analyser de nombreux documents spécialisés sur les parcs urbains produits au cours des 30 dernières années, la Société a réalisé ou fait réaliser plusieurs études d'envergure qui lui ont permis d'approfondir ses connaissances sur l'état du parc à la lumière des réalités d'aujourd'hui. En plus de la littérature spécialisée sur les parcs urbains, le parc a procédé à des recherches de précédents et à 4 phases de visite de terrain portant sur des sites similaires comparables. Grands parcs urbains, en situation insulaire ou riveraine, constitués en partie sur remblai, en Amérique du Nord, qui ont constitué des modèles d'aménagement inspirants. L'exploration de certains parcs, ainsi que des rencontres avec des spécialistes en architecture de paysage, en écologie, en financement et en gestion, ont permis d'élargir la compréhension des pratiques en matière de parcs urbains et de viser l'exemplarité. L'étalonnage a porté sur Governor's Island, Brooklyn Bridge Park et Domino Park à New York, Belle Isle à Détroit, Tommy Thompson Park et Ontario Place à Toronto, Princess Island et St. Patrick Island à Calgary, ainsi que Stanley Park à Vancouver. Les principaux grands parcs publics urbains de Montréal ont également été arpentés à toute saison pour analyser et s'inspirer des caractéristiques qui contribuent à leur succès social et paysager et à leur appréciation par les Montréalais. Le parc Jean-Drapeau a graduellement mis en place 5 comités formés d'une équipe multidisciplinaire et transversale pour réaliser une mission précise et ponctuelle en permettant de briser les silos et vaincre les résistances. Les chantiers de travail créés pour procéder à la révision des procédures et des processus ont permis de doter l'organisation de moyens efficaces et structurés afin d'accompagner la production du plan directeur. Cela a permis de concilier la vision stratégique et la réalité opérationnelle et ainsi assurer la cohérence du plan. Comme le mentionnait l'architecte paysagiste Michael Van Valkenburg, il est en fait incroyablement bon marché de construire un parc, mais il est incroyablement coûteux de l'entretenir à perpétuité. L'objectif du comité pérennité était de présenter une image claire de la santé financière de l'organisation et des résultats financiers de chacune de ses activités clés. Le comité modèle d'affaires avait pour but d'innover, de se démarquer de la concurrence, de revoir le modèle d'affaires du parc et de l'optimiser. En étudiant les structures de gestion et de financement d'autres parcs locaux et étrangers, le comité a pu notamment se pencher sur les opportunités de revenus par segment de clientèle. Le comité gouvernance avait pour but de formaliser le processus décisionnel de l'organisation, de revoir la gouvernance financière et les lettres patentes de la société, ainsi que la gouvernance ouverte du parc en présentant entre autres les 3 volets de cette dernière, soit la collaboration, la transparence et la participation.
Ces 3 comités ont permis d'arrimer l'organisation au développement du plan directeur, d'opérationnaliser le plan, d'accompagner la gestion du changement et la mise en place d'outils publics pour assurer une reddition de comptes et la pérennité du plan. Ils ont permis de débattre sur le fondement même de l'organisation et de définir clairement son activité fondamentale, son core business, soit d'être un grand parc public. Le comité vocation et usage avait pour objectif de procéder à l'identification de la vocation des secteurs du parc et de l'usage des bâtiments. Le découpage des secteurs s'est basé sur celui en place pour la location de sites événementiels et celui des unités paysagères issues des études patrimoniales. Le processus a mis en place donc un comité qui s'est assuré de garantir une saine cohabitation entre les différentes vocations et une amélioration des parcours des usagers et de l'expérience de parc public. Une fois les vocations des secteurs déterminées, l'ensemble des bâtiments et sites faisant partie de ce secteur ont été identifiés et des usages pour chacun d'entre eux ont été suggérés. Pour ce faire, toutes les idées de projets issues de propositions des employés, des archives du parc et particulièrement des opinions et des mémoires déposées dans le cadre de la consultation publique ont été recensées. Par la suite, le comité a mis en place une première matrice d'évaluation basée sur les grandes orientations du cadre stratégique afin de noter chaque usage potentiel. Cette note a permis de déterminer la concordance des usages avec la nouvelle vision du parc. Un comité ad hoc en patrimoine, regroupant les parties prenantes reconnues du milieu, a parallèlement participé à des processus d'analyse de valeur de bâtiments ciblés et contribué à donner un éclairage quant aux décisions portant sur leur conservation. Pour alimenter tant la vocation des espaces que les plans de conservation et d'aménagement, l'ensemble de nos partenaires ont été consultés, y compris les promoteurs événementiels. La détermination des vocations a tenu compte des besoins de l'ensemble des clientèles cibles, incluant le divertissement et la culture. Enfin, afin de compléter l'information pertinente à prendre en considération dans l'aménagement de chacun des secteurs, des fiches récapitulatives ont été produites. Ces fiches contiennent la vocation du secteur, les critères à respecter en termes de développement durable, de mobilité, d'aménagement, de patrimoine et d'expérience client. Elles comprennent également une liste de contraintes liées aux opérations actuelles du parc, ainsi que les impacts envisagés à la suite d'un éventuel changement de vocation. Tous les usages proposés, issus des propositions de projet, ayant obtenu la note de passage dans la matrice y figurent. Le comité mis en œuvre avait pour but d'assurer la réalisation du plan directeur, d'organiser et de séquencer les projets. Le comité s'est attelé à la rédaction du cadre stratégique, des plans d'action, des indicateurs et des cibles, l'établissement d'un processus de planification, de priorisation et d'intervention, en plus de guider la réflexion sur le phasage et le financement du plan. Le comité a par la suite développé un processus afin d'encadrer la priorisation et la planification des projets dans l'organisation. Pour ce faire, le comité a mis en place un formulaire pré-projet et une matrice d'évaluation de projet, cette fois-ci revue et augmentée, qui permet de prioriser les projets en fonction des orientations stratégiques. Cette matrice rend l'analyse des projets objectifs, neutre et systématique, et ce à partir d'une série de critères associés à une grille de pointage. Le comité a également élaboré un processus visant à encadrer les interventions terrain afin de s'assurer qu'elles soient en adéquation avec le plan directeur. Celui-ci se concrétise en des guides d'utilisation générale et spécifiques qui contiennent tous les critères d'intervention qui s'appliquent à l'ensemble des secteurs. Il détermine les directives sur l'accueil des événements, les plans de circulation, les restrictions, les mesures de protection des arbres et des sols, par exemple. Le travail s'est effectué en consultant de nombreux exemples de plans de gestion, Management Plan, et en s'appuyant notamment sur le Park Design Guide du Queen Elizabeth Park de Londres et le Belle Isle Strategic Management Plan de Détroit. Le comité a travaillé à l'élaboration d'un plan de phasage et de financement du plan directeur. Cette étape visait à répartir les travaux à effectuer sur les 10 prochaines années afin de limiter les impacts sur les usagers du parc, tout en s'assurant d'une répartition réaliste de la charge de travail et du budget au fil des ans. Le coût approximatif et les sources de financement envisagées, paliers de gouvernement, subventions, sources privées, maintien d'actifs, ont été analysés pour chacun des projets. Afin d'amorcer la mise en œuvre du plan directeur, le comité a rédigé et regroupé en un seul tableau
l'ensemble des actions liées aux orientations stratégiques et axes de développement. Le but étant de savoir ou d'avoir une vision globale sur la tâche à effectuer pour être en mesure de produire un plan d'action triennal. Conséquent des plans, politiques et stratégies de la Ville de Montréal, ce tableau comprend des centaines d'actions regroupées sous des objectifs et des stratégies, des livrables attendus, des comités et des personnes responsables, des ressources nécessaires, des indicateurs de performance et des cibles. Depuis 2016, la Société a entrepris plusieurs études afin d'accroître la compréhension de ce secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle au plan d'urbanisme, une étape essentielle à l'adoption de pratiques exemplaires en matière de conservation. Si les connaissances étaient riches sur l'île Sainte-Hélène, citée comme site patrimonial depuis 2007 par la Ville de Montréal en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec, celles sur l'île Notre-Dame étaient très limitées. Des études de caractérisation paysagère qui approfondissent les composantes aménagées et construites, suivies d'énoncés de l'intérêt patrimonial, ont été réalisées avec la collaboration de la Division du patrimoine de la Ville de Montréal. Afin d'atteindre les plus hauts standards en matière de conservation, la Société a entamé la production d'un plan de conservation intégré au plan directeur en vue de la préservation, de la réhabilitation, de la préservation et de la mise en valeur de ces patrimoines. Elle a ainsi adopté de son propre chef la démarche du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Société a également initié des démarches avec l'arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec afin d'évaluer l'octroi possible de statuts aux sites et à certains immeubles afin que leur valeur soit formellement reconnue. Cette approche proactive a pour effet de susciter l'émergence d'une expertise au sein de la Société et de renforcer le sentiment de responsabilité de l'organisation en ce qui a trait à la pérennité de ses patrimoines, tant dans ses activités quotidiennes que dans son travail de planification. Le plan d'aménagement est le volet le plus concret du plan directeur, capable d'incarner la vision, de schématiser et d'illustrer l'ambition pour ce territoire. Il s'appuie sur les études documentaires, le diagnostic physique, les recommandations de la consultation publique, les idées de projet des citoyens et des directions du parc, les contraintes contractuelles et événementielles, les différents besoins opérationnels du parc et des partenaires, la nouvelle vision du parc et les meilleures pratiques en matière de design, d'architecture de paysage et de développement durable. La structure du plan d'aménagement a intégré un découpage en entités paysagères inspiré des recherches préalables. Une équipe d'une vingtaine de concepteurs en architecture de paysage, en biologie et en éclairage a collaboré avec la Société pour imaginer le devenir du parc. Un comité consultatif qui s'est réuni à 3 étapes cruciales de la conception a alimenté la réflexion en critiquant et en questionnant les propositions conceptuelles. La littérature portant sur les nombreux défis contemporains auxquels doivent faire face les grands parcs urbains en Occident a également été parcourue. Claire Cooper Marcus écrivait que 2 raisons fréquemment citées pour l'utilisation des parcs sont le désir d'être dans un cadre naturel et le besoin de contact humain. Un constat toujours d'actualité aujourd'hui qui a informé tout le processus créatif. Celui-ci s'est également appuyé sur les recommandations de design élaborées par plusieurs auteurs au fil des ans qui ont fait ressortir les éléments qui font le succès des espaces publics. La réflexion a été particulièrement soucieuse de répondre aux besoins habituels de tous les usagers et des communautés culturelles. Divers auteurs ont en effet étudié les différences culturelles dans les attitudes, comportements et occupations des parcs. Certains groupes culturels préférant davantage des rassemblements autour de repas ou une récréation passive, et d'autres préférant le mouvement et la récréation active à titre d'exemple. Ces connaissances, issues de recherches scientifiques et d'observations terrain, ont été sérieusement considérées afin de s'assurer d'une justice sociale dans l'accessibilité au parc en termes d'équité, d'inclusion et de diversité. Dans The Politics of Park Design, Galen Krantz écrivait que le potentiel des parcs à façonner et à refléter les valeurs sociales n'était pas encore pleinement apprécié ou compris et qu'un contrôle social a de tout temps limité l'accès au parc. Cette lecture demeure valable et comprise dans la planification et la conception. Les aménagements proposent à la fois des opportunités de rencontre, de contact social et de rapprochement avec la nature, une complémentarité entre les espaces verts et les espaces urbains, une variété d'espaces et de types de paysages ouverts et fermés qui permet des activités
dynamique et statique, récréative et passive. Dans la considération de la valeur patrimoniale du parc et dans la logique de la conservation inventive de Pierre Donadieu, l'aménagement de l'espace a privilégié à la fois la conservation d'éléments concrets du paysage et la création de formes innovantes correspondant à de nouvelles ou à d'anciennes fonctions et usages du territoire. La société souhaite atteindre un haut niveau d'excellence dans toutes ses sphères d'activité. La gestion de la performance lui permettra de baliser, de suivre, d'évaluer et de rendre compte de la progression des projets. Cette refonte amènera l'organisation à se mesurer et à être évaluée selon l'exécution et la qualité de ses services. La société entend ainsi mettre en œuvre une gouvernance basée sur la responsabilité, sur la transparence, en communiquant toutes les informations utiles à l'intérêt public. Afin de réaliser ce graduel changement de culture organisationnelle et cette transformation tant physique qu'administrative, le parc s'est doté d'une structure composée de 6 comités alimentant le processus décisionnel de la direction générale. Une série d'autres comités de travail pourraient également être mis en place afin d'assurer la réalisation du cadre stratégique sur des sujets tels que le développement durable, la mise en valeur des patrimoines, la programmation 4 saisons, la gestion des espaces verts et bleus et le sport et le plein air. La participation et la concertation citoyenne font désormais partie intégrante des approches par lesquelles les villes et les espaces publics se construisent. Un réaménagement d'un parc et une implication citoyenne dans le processus contribuent à l'attachement et à l'engagement de la communauté. Il était donc important que la population montréalaise puisse se prononcer sur l'avenir du parc Jean-Drapeau. L'Office de consultation publique de Montréal a donc reçu le mandat de mener cet exercice important de participation citoyenne et de formuler des recommandations mettant en lumière les priorités collectives de la population. Comme l'indique le rapport de l'OCPM, plusieurs problèmes compromettent la pérennité du parc et requièrent aujourd'hui l'attention de toute la société montréalaise. Les célébrations des 350e et 375e anniversaires de Montréal, respectivement en 1992 et 2017, ont été l'occasion d'investissements considérables pour la réalisation de projets phares au parc Jean-Drapeau, mais le financement des activités et du maintien des actifs est demeuré insuffisant compte tenu des réalités du parc. Les recommandations confirment l'importance de donner un accès au fleuve Saint-Laurent, de favoriser un environnement vert et bleu et une mobilité durable dans l'objectif de redonner et de révéler le parc aux citoyens. Plus de 6 000 personnes ont contribué en ligne, assisté ou participé aux différents ateliers, soirées thématiques, séances d'information et d'audition des opinions. Les 20 recommandations du rapport auront contribué à définir le cadre stratégique, tout autant que les propositions de conservation, d'aménagement et de développement du parc. La consultation aura été une étape clé dans le processus du plan directeur qui aura permis de raviver l'intérêt public pour le parc et l'engagement des citoyens envers celui-ci. Au cours des dernières années, les organisations présentes dans les îles ont progressivement pris conscience que la problématique liée à l'accessibilité et la mobilité représentait un frein à leur développement. Pour le parc, l'importance de l'empreinte automobile représente une source de dégradation des paysages, de fragmentation des espaces et de nuisances pour les visiteurs, par une surface dédiée au stationnement disproportionné, de la congestion, la sécurité routière, du bruit, de la pollution, etc. Ce constat partagé a représenté pour le parc l'occasion de développer une réponse d'ensemble en concertation avec les autres partenaires d'exploitation, les insulaires, les opérateurs de mobilité, les gestionnaires d'infrastructures de transport et les centres de gestion des déplacements, traduit dans un plan de mobilité durable. Cette démarche a joué le rôle d'accélérateur et de partenariat en permettant aux parties prenantes de partager leurs préoccupations et leviers d'action. La réalisation du plan de mobilité durable, l'élaboration de pôles de mobilité et la concertation, la mutualisation et la rationalisation des stationnements, toujours en processus d'analyse technique, sont des éléments significatifs pour réduire l'utilisation de la voiture privée dans le parc, réclamer de l'espace public et orchestrer une transformation de l'expérience du parc. L'élaboration du nouveau plan directeur a été une occasion unique d'entreprendre une démarche stratégique ambitieuse mais réaliste, en phase avec les tendances actuelles d'une société en mouvance, tout particulièrement à l'heure des changements climatiques et de la COVID-19. La société a souhaité organiser ses travaux de manière participative, c'est-à-dire en misant
sur l'anticipation collective afin d'impliquer toutes les personnes en mesure d'apporter une contribution à la démarche et d'orchestrer une réflexion prospective. À cet égard, en plus de la participation citoyenne à l'occasion de la consultation publique et le dialogue avec les partenaires locataires, citons les exemples suivants. Les partenaires d'exploitation, les insulaires, la Ronde, le musée Stewart, la Biosphère, le Casino de Montréal, avec lesquels a été mise sur pied une table de concertation où sont traités des sujets ayant des répercussions sur l'ensemble des partenaires, notamment la question de la mobilité et de la gestion des déplacements. Les services municipaux et l'arrondissement de Ville-Marie, qui ont proposé des solutions et des moyens destinés à résoudre des problèmes récurrents en prenant part à la production de certains états des lieux dans les domaines de la mobilité, de l'art public et du patrimoine, en révisant la conformité des usages au plan d'urbanisme et en procédant à la mise à niveau des connaissances patrimoniales sur le territoire du parc. Les experts professionnels, membres d'organismes publics et privés, représentants de milieux universitaires et communautaires ayant des intérêts et des connaissances spécifiques au sujet du parc, qui ont permis d'enrichir la démarche et d'identifier de nouvelles avenues ou de nouvelles orientations par leur présence à des comités et ateliers de réflexion ou en offrant des conférences. Enfin, les étudiants de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Toronto en aménagement, architecture de paysage, design de l'environnement, patrimoine moderne, qui ont conçu, analysé et proposé des projets. Dans le but d'établir les objectifs de fréquentation, d'évaluer le potentiel du marché et de mieux cibler son développement, une analyse de la segmentation du marché a été réalisée à partir de données secondaires, incluant notamment les études historiques sur la clientèle réalisées depuis 2014. Les résultats obtenus ont ensuite été corroborés par une étude quantitative sur la segmentation naturelle du marché auprès de la population du Grand Montréal. Cette étude a permis d'établir la segmentation du marché basée sur les expériences recherchées lors de visites d'un parc et des personas de la clientèle cible, les socio-urbains, les amoureux de la nature et les adeptes d'activités physiques, ainsi que d'autres segments transversaux, à savoir les familles, les touristes et les excursionnistes. Les enquêtes réalisées ont démontré que la majorité des usagers actuels et potentiels proviennent de la grande région de Montréal et plus particulièrement du centre de l'île de Montréal. Ce constat a permis de ne plus s'orienter principalement sur l'offre événementielle et de s'éloigner du caractère international pour se concentrer davantage sur les besoins des quartiers centraux et particulièrement limitrophes. Le parc pourra continuer d'être un parc métropolitain et accueillir de grands événements sportifs et culturels, mais pourra être encore davantage un grand parc et un parc de proximité afin de mieux répondre aux besoins et attentes de ses usagers actuels et futurs. Dans la foulée de la démarche de réflexion du plan directeur, la Société a initié des liens avec de grandes organisations locales, nationales et internationales par la participation à des réunions, des tables rondes, des webinaires, des colloques, des comités, la présentation de conférences, l'animation de sessions, la participation des jurys et la publication d'articles. Le parc développe ainsi un rapport de réciprocité quant à la diffusion de connaissances, au partage des expertises et à la collaboration et à la mutualisation des ressources. Plusieurs organisations ont été invitées à suivre et commenter les propositions du plan directeur en participant à des présentations à 33% et à 66% d'avancement ou en assistant à des rencontres sur invitation au comité ad hoc. Ce réseau permet d'atteindre un niveau d'excellence, de se confronter aux meilleures pratiques et d'inscrire nos actions dans un cadre plus global. Il nous permet d'être à l'affût des innovations, des débats et des initiatives qui répondent aux enjeux de l'actualité. La Société a tout au long de son processus de planification entretenu des relations étroites avec les divers paliers de gouvernement afin de présenter l'état d'avancement et la vision du plan directeur. Ces rencontres ont permis de s'aligner avec les politiques, stratégies et plans d'action en rédaction ou en révision de la Ville de Montréal, de saisir toutes les exigences environnementales et de maîtriser les différents programmes subventionnaires auxquels la Société pourrait postuler tant pour ses projets d'aménagement et d'infrastructure que pour sa programmation culturelle, événementielle et sportive. Elles ont aussi permis de rallier un plus grand intérêt autour d'un projet de société par la multitude d'enjeux impliqués et l'importance des répercussions tant sociales, environnementales, financières que touristiques. Que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral,
des professionnels aux élus. Le plan directeur a été présenté pour susciter un intérêt, des échanges et un engagement collectif envers sa réalisation. Peter Harnick, dans Inside City Parks, tirait des leçons pour assurer le succès des parcs, parmi lesquelles, premièrement, il n'y a rien de plus important qu'une vision. Si elle est réfléchie, faisable et connectée avec le public, elle attirera des investissements, du leadership et de l'engagement. Deuxièmement, passer de la vision à la réalité nécessite un plan. Un plan permet un consensus sur les buts et objectifs collectifs à atteindre et une légitimité pour négocier son implantation. Troisièmement, rien ne se passe sans leadership. Il est nécessaire d'avoir des dynamos humains qui s'imposent pour mettre en œuvre la vision à long terme. Et quatrièmement, les parcs ont une valeur réelle qui peut être mesurée en dollars et en cents. Il faut quantifier les parcs pour mieux faire connaître la valeur en termes économiques, touristiques, sociales et environnementales. Ce survol de la planification stratégique du plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030, par ses principaux apports internes et externes, a permis de mettre en lumière un processus organique, générateur d'opportunités, une méthode puissante de réflexion collective qui aura contribué à enclencher une transformation organisationnelle. Cette démarche inventée de toutes pièces, itérative, qui a évolué dans le temps, aura au final stimulé l'innovation et contribué à aller au-delà de l'objectif initial. La mécanique sous-jacente à l'élaboration du plan directeur et à la fabrication d'un grand parc urbain constitue une approche de planification des parcs urbains de laquelle s'inspirer et qui pourra être appliquée et enrichie dans d'autres contextes. Les parcs publics urbains sont plus que jamais une infrastructure verte essentielle au cœur des villes qui contribue pleinement au bien-être des milieux et des communautés. J'aurai l'occasion, j'espère, dans les prochains mois, de vous présenter en détail les propositions d'aménagement qui redéfiniront les paysages de l'un des plus grands parcs publics au pays et concrétisera cette approche et ses efforts de planification. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jonathan. Thank you, Jonathan, for this great presentation, une présentation formidable. C'est un processus approfondi et stratégique pour atteindre les objectifs. Alors, c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on peut passer aux questions? If people would like to submit questions, you can do so in French or in English. Vous pouvez soumettre vos questions en français ou en anglais. Je peux les traduire rapidement pour présenter à Jonathan. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent ici. Jonathan, des merci de Faye Langmaid, de Monica Bitancourt, de David Thomasin, de Bernard Saint-Denis. Alors, beaucoup de merci. Très intéressant de Lydia Toupin. Il y a encore des messages qui rentrent. Alors voilà, so just a reminder, if you have some questions, and while people are typing their questions, I'll take the opportunity to invite you to the next presentation as part of this webinar series, which will be on April 8th. At 2:30, Enrique Delara is going to present Landscape in Motion, Interdisciplinary Methodology to Inform Design Processes. Pour le prochain webinaire qu'on va présenter le 8 avril, ce sera Enrique Delara qui présentera le paysage en mouvement, une méthodologie interdisciplinaire pour éclairer les processus de conception. Alors, on vous invite à vous joindre à nous pour la continuation de cette série. Alors, voici notre première question. Bernard nous demande comment se présenter l'opportunité et la nécessité de lier le projet de parc à une transformation organisationnelle. Oui, merci Bernard. Une excellente question. En fait, bien évidemment, lorsqu'on a procédé au diagnostic, à l'état des lieux et finalement au grand constat et surtout dans le contexte de la consultation publique et des demandes, dans le fond, des citoyens, bien, l'orientation donc du plan directeur, particulièrement du plan d'aménagement, a
a pris vraiment une direction, évidemment, toute particulière, tout comme le cadre stratégique. Donc, je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui parce que le plan directeur n'est pas encore adopté et lancé publiquement. Donc, ça sera fait dans un avenir très rapproché. Et là, on pourra vous présenter davantage ce cadre stratégique. Mais il est devenu assez évident que le virage qu'allait prendre le parc pour devenir davantage et prioritairement un parc public, hein, sans délaisser pour autant ses autres équipements et ces autres activités, ben, nécessitait aussi une adaptation, en fait, de la structure de gestion et de gouvernance du parc. Donc, c'est ainsi qu'a commencé justement la mise en place d'un premier comité, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, puis d'un quatrième. Donc, quand je parlais d'une démarche organique, c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vous livre, je dirais, une présentation structurée, mais cette structuration-là du travail et de la méthode s'est fait vraiment graduellement au gré des intrants, au gré des expertises, au gré des demandes qui se sont, finalement révélées donc, devant nous au fil des 4 dernières années. Merci, Jonathan. On a aussi Monica Bitancourt. Bonjour, Monica, qui pose la question comment avez-vous mesuré la valeur ajoutée des aménagements proposés pour le parc Jean-Drapeau? Dans le travail des différents plans d'action, donc du cadre stratégique, là, pour chaque orientation stratégique ou axe de développement, on a travaillé à mettre de l'avant donc, des indicateurs et des cibles. Donc, on n'a pas nécessairement encore calculé l'ensemble donc si on peut dire de la valeur ajoutée pour l'ensemble des aménagements, mais on est capable de chiffrer en fait les pourcentages de transformation ou de bienfaits des paysages et dans une approche aussi de développement durable, on teste ou on tente le plus possible de calculer la valeur écologique ou écosystémique là, que peut rapporter donc, le parc. Donc, je n'ai pas nécessairement de chiffres à vous présenter aujourd'hui, mais il est certain que dans notre calcul, même financier, les apports qu'amène la nature, les apports qu'amène l'aménagement paysager sont et seront calculés à l'avenir parce que c'est un gain extrêmement important, particulièrement sur la santé publique. Là. Merci. On a aussi Doug Carlisle qui aimerait savoir si vous avez des suggestions pour gérer le potentiel des inondations de la rivière avoisinante et son effet sur le parc. Ici, la particularité du parc Jean-Drapeau, comparativement à peut-être la majorité des parcs là, dans les villes, c'est que c'est premièrement, l'île Sainte-Hélène d'origine est une colline et le 3/4 du parc est un espace, en fait, remblayé, constitué de façon artificielle dans le contexte de l'Expo 67. Donc, on est très, très, très élevé par rapport au niveau de l'eau et même par rapport au niveau de la ligne des hautes eaux. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'inondation dans le parc Jean-Drapeau. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'enjeu à gérer nos plans d'eau. Il y a quand même 20% du territoire du parc qui est composé de plans d'eau, des plans d'eau pour la plupart artificiels, mais d'autres ont été naturalisés. Donc, il y a du travail, il y a de l'expertise qui sera nécessaire pour davantage gérer l'eau, mais aussi gérer la connexion et la circulation de l'eau et de ces plans d'eau entre eux à l'intérieur des îles et également avec le fleuve Saint-Laurent. Donc ça, c'est un immense enjeu, notamment en termes de dénivellation pour qu'il puisse y avoir justement une entrée et une sortie d'eau efficace. Donc c'est une question complexe là, qui sera abordée dans les prochaines années chez nous. Parfait.
On avait aussi d'autres personnes qui ont partagé leurs remerciements. Amber Lyons, Emilio Borges, qui disent « Excellente présentation ». J'ai pas d'autres questions dans la liste. So if anybody has any last questions voici. Alors, Toufik nous demande quel est l'impact des grandes infrastructures sur le parc? Oui, bonne question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par grande infrastructure, mais il y en a beaucoup. Il y a donc il y a des ponts, donc le pont Jacques-Cartier, donc évidemment une immense infrastructure métropolitaine, le pont de la Concorde, la passerelle du Cosmos. Il y a ensuite des grands équipements hein, comme le complexe aquatique, le bassin olympique. Il y a le système des anciens canaux de l'Expo. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages d'ingénierie, d'ouvrages d'art, de rues aussi, donc qui traversent le parc. Donc, l'impact, il est grand à plusieurs niveaux. D'un point de vue de la gouvernance, puisque le territoire des deux îles n'est pas uniquement géré par la Société du Parc Jean-Drapeau, qui elle-même relève de la Ville de Montréal. Certaines portions du parc, essentiellement certains tronçons donc de rues ou des portions ou de ponts, sont gérés par des services municipaux de la Ville de Montréal. Le gouvernement du Québec est propriété du terrain sur lequel siège le Casino de Montréal. La voie maritime qui jouxte finalement le bassin olympique, donc appartient au gouvernement fédéral, tout comme le pont Jacques-Cartier, pont Jacques-Cartier et Champlain incorporé. Il y a d'autres terrains qui sont loués sous forme de bail amphithéotique, là, comme c'est le cas, par exemple, de la Ronde, qui est gérée par une entreprise américaine, Six Flags. Donc, il y a beaucoup de partenaires et d'aspects de gestion qui complexifient, bien évidemment, le processus de décision, d'autant plus que ces différents équipements, ces différentes infrastructures n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes besoins en termes de maintien d'actifs, en termes d'investissement, mais n'ont pas nécessairement les mêmes besoins en termes de clientèle, en termes d'accessibilité, en termes de période de la journée, du mois ou de l'année ou de la saison auxquels ils sont, si on peut dire, sollicités. Donc, tous ces aspects-là, je dirais, ajoutent au niveau donc de complexité. Et aux infrastructures, bien, on peut quand même ajouter l'amphithéâtre, l'espace 67 et le circuit Gilles Villeneuve, qui sont aussi des infrastructures, je dirais, de niveau international, là, qui accueillent à des moments précis et réguliers dans certains cas, bien évidemment, des foules et des équipements aussi énormes. Donc, il doit aussi y avoir de la place et de la capacité pour accueillir toute cette mobilisation événementielle. Donc, l'élaboration du plan directeur et particulièrement du volet aménagement du plan directeur, c'était justement tout un casse-tête pour à la fois récolter tous les besoins, les ambitions, les attentes de tous les citoyens et en même temps d'intégrer ces réalités et ces contraintes qui contribuent aussi à l'identité du parc, là. Merci. On a une dernière question avec deux parties. On a encore peut-être une troisième question. Alors, Anne-Carole veut savoir quelle était la vision, quelle est la vision actuelle et dans quelle mesure est-ce qu'elle poursuit le rêve du départ. Et elle voulait aussi savoir quelle était la durée de l'étude pour établir le diagnostic. Ben pour la vision, je ne peux pas nécessairement vous dévoiler avec précision la nouvelle vision qui sera lancée. En termes de diagnostic, il y a eu des diagnostics comme je vous ai présenté au début, là, certains sur la mobilité, certains sur le développement durable, d'autres sur la gouvernance,
il y a aussi une grosse étude faite par des architectes paysagistes sur un diagnostic vraiment physique, là, sur vraiment une analyse un peu plus historique ou sur les écosystèmes, sur sur les végétaux, sur les milieux hydriques, sur la circulation, sur la programmation. Je dirais que ces études-là, grosso modo, ont toutes individuellement été réalisées à l'intérieur à peu près d'une année. Là. Ces études-là ont été produites essentiellement en 2017 ou début 2018 pour finalement alimenter le processus de consultation publique. Hein. C'était très important pour le parc parce que c'était une consultation publique en amont. Hein. Il y a différents types de consultations publiques. On peut consulter sur un projet de planification, on peut proposer déjà des propositions. Dans ce cas-ci, on était vraiment en amont. Quand on s'est lancé dans la consultation publique, on n'avait rien à présenter en termes de propositions à la population. Mais par contre, on a produit énormément de documents pour que les gens s'alimentent de ces documents qui énonçaient un certain nombre de constats, de problèmes sur lesquels les gens ont pu donc ensuite commenter. Mais une chose est certaine, il y a eu beaucoup de grands investissements liés à l'événementiel dans les dernières années. Hein, le paddock pour la F1, l'amphithéâtre de l'espace 67 et aussi une présence dans le contexte aussi de la ville festive, puis de l'intérêt aussi pour les festivals dans la dernière décennie, le parc a beaucoup, dans le fond, reçu de pression pour accueillir de plus en plus d'événements au fil des ans. Donc, le volet très récréotouristique ou international, c'est buté aussi à un moment donné à la capacité de tenir ces grands événements tout en étant capable d'offrir à la population donc un parc vert, public et accessible. Et c'est là que c'est concentré essentiellement le travail du plan directeur, c'est comment on peut maintenir la grande mobilisation événementielle, mais en même temps donner un parc et en même temps redonner un parc et un parc plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui, notamment en réglant un certain nombre de problèmes, notamment par rapport à la question de la mobilité, parce qu'il y a énormément de stationnement, d'espaces asphaltés dans le parc, donc pas nécessairement des composantes favorables à l'appréciation donc d'un espace public. Là. Et j'ai encore deux questions. On a quelques minutes encore, si on peut les adresser. Jeffrey nous pose la question, il veut savoir s'il y a une relation entre la gestion du parc Jean-Drapeau et le futur Grand Parc du Nord-Ouest de Montréal. Il n'y a pas de lien ou de relation. Ce sont vraiment deux projets très distincts. Je dirais que premièrement, ça fait partie, je pense, d'une prise de conscience de l'importance d'avoir des parcs et des espaces verts à l'échelle de la ville. Donc, d'un point de vue citoyen, mais je pense d'un point de vue politique, c'est évident que là, il y a une prise de position importante parce que du côté du Grand Parc de l'Ouest de Montréal, ça va se concrétiser notamment par un certain nombre d'expropriations, donc une démarche, je dirais, légale assez complexe. Mais dans ce cas-ci, on est davantage on en parle comme d'un grand parc urbain, mais on est davantage dans un parc un peu plus, je dirais, nature. Et on est dans un horizon aussi beaucoup plus lointain en termes d'un accès puis d'un aménagement complet de tout ce parc-là. Le parc Jean-Drapeau, il existe déjà, il a déjà de nombreuses qualités, de nombreux héritages et il y a déjà des projets en cours. Donc, pendant 10 ans et un peu plus peut-être, on va voir tranquillement se concrétiser ou se transformer le parc. Donc, je dirais que en termes d'échéancier, c'est un peu plus concret et rapide pour ce qui est du parc Jean-Drapeau. Là. Et une dernière question d'Alain qui nous dit « Félicitations pour cette planification exemplaire, très impressionnante. Dans votre horizon de 10 ans du plan directeur, votre matrice d'évaluation des projets, avez-vous intégré les possibles nouvelles orientations ou besoins comme les pandémies, la COVID-19, ainsi de suite? » Oui, effectivement, c'est une bonne question. Déjà, dans l'évolution des comités, la matrice a été
je dirais, révisée, augmentée, bonifiée, parce qu'elle elle a évolué en même temps que le cadre stratégique. Donc, il y a certaines orientations stratégiques qui sont venues un peu plus tardivement dans le processus, et donc on l'a adapté. Donc, c'est toute une matrice qui se calcule, je dirais, automatiquement, là, et donc qui nous permet, oui, de faire des révisions aux besoins. Évidemment, elle doit toujours être lue comme un ensemble parce que tout a un impact sur les autres. Il y a une hiérarchie aussi de l'information, de la quantification des pointages qui est importante, mais effectivement, on pourrait tout à fait la modifier si un grand enjeu comme celui qu'on vit actuellement, ou aussi de nouvelles préoccupations, par exemple, émergeraient au fil des ans. C'est tout à fait un outil qui a cette agilité-là. Là, oui. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment formidable et quel projet intéressant. Je suis certaine que tout le monde a apprécié la présentation. Certainement, les commentaires le disent. Alors, voilà. Encore à tout le monde, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Thank you, everybody, for participating today. Un petit rappel que le prochain webinaire, le 8 avril. So the next webinar in the series will be on the 8th of April. And also a quick reminder that we will be translating this presentation and making it available on our website with subtitles. So stay tuned for that. We'll do that as quickly as the translator can translate the presentation. And again, thank you for joining us today. And thank you, Jonathan, for what was really a fascinating presentation. Merci beaucoup. Merci.